Cet enfant est mon fils, cria la vieille mendiante en voyant le portrait dans le manoir. Jacques Moreau possède tout ce qu'un homme peut désirer, une fortune bâtie sur le vin de Bordeaux, une demeure somptueuse dans le quartier des Chartrons, le respect du monde des affaires. Pourtant, à 45 ans, il vit dans un silence glacial, hanté par un vide qu'aucune richesse ne peut combler. Orphelin depuis l'enfance, il ne sait rien de ses parents biologiques. Cette question sans réponse l'a transformé en forteresse, humaine, inaccessible, solitaire, imperméable à l'amour. Un matin de novembre pluvieux, une vieille mendiante s'effondre devant les grilles de sa propriété. Contre toute logique, Jacques l'invite à entrer. Mais lorsqu'elle aperçoit le portrait d'un enfant dans le hall, Jacques lui-même a 7, chance, elle hurle ces mots qui vont faire exploser sa vie. « Cet enfant est mon fils ». Élise Darmon prétend être sa mère. Elle raconte une histoire déchirante, une jeunesse brisée dans les rues de Marseille, un bébé arraché par les services sociaux, 37 ans d'errance et de culpabilité. Elle connaît des détails impossibles à deviner. Une cicatrice secrète, une comptine oubliée, des fragments de mémoire enfouis. Jacques ordonne un test ADN. Le résultat est un cauchemar, non concluant. Ni preuve, ni certitude, juste le vertige du doute. Est-elle vraiment sa mère ou une manipulatrice qui profite de sa solitude désespérée? Déchiré entre raison et instinct, Jacques doit faire le choix le plus dangereux de sa vie. Croire sans preuve ou rejeter la seule chance qu'il aura jamais de retrouver sa famille. Mais si elle dit la vérité, que va-t-il découvrir sur lui-même? Et si elle ment, pourra-t-il survivre à une trahison aussi cruelle? Dans cette ville de Bordeaux, où le brouillard cache tant de secrets, deux âmes brisées vont s'affronter, se reconstruire, et peut-être enfin comprendre ce que signifie vraiment le mot famille. Car parfois, les plus grandes vérités n'ont pas besoin de preuves scientifiques. Elles se lisent dans un regard, dans une étreinte, dans un cri venu du plus profond du cœur. Une histoire où l'amour filial défie le temps, le doute et la raison. Le vent de novembre soufflait en rafales froides sur les quais de Bordeaux, chassant les feuilles mortes contre les façades austères du quartier des Chartrons. Les platanes dénudés traçaient des ombres squelettiques sur les pavés luisants, de pluie et l'odeur caractéristique de la Garonne, ce mélange de vases, de bois mouillé et d'embrun marin, imprégnait l'air humide. Il était 7 heures du matin, et la ville commençait à peine à s'éveiller. Jacques Moreau se tenait debout devant la fenêtre de sa chambre, une tasse de café noir entre les mains, observant sans vraiment voir le balai matinal des voitures sur le cours Xavier Arnauzan. À 45 ans, il incarnait ce que les magazines économiques appelaient la réussite à la française. Propriétaire de la Maison Moreau, une entreprise de négoce de vin fondée en 1847, il gérait un patrimoine estimé à plusieurs millions d'euros et possédait l'une des plus belles demeures du quartier. Un hôtel particulier du XVIIIe siècle, avec ses hautes fenêtres à meneaux, ses moulures d'origine et son jardin clos donnant sur une petite cour pavée où trônait une fontaine en pierre jamais utilisée. Pourtant, derrière cette façade impeccable, Jacques vivait dans une solitude qui ressemblait à une condamnation silencieuse. Pas de femme, pas d'enfants, pas d'amis véritables, seulement des relations d'affaires, des dîners protocolaires où l'on parlait de terroir, de millésimes et de marchés asiatiques. Sa vie était réglée comme une horloge suisse. Levé à 6h30, jogging le long des quais, petit déjeuner composé d'un café et de 2 tartines de pain poilane légèrement beurrées, lecture du Figaro et des Échos, puis départ. Pour les bureaux situés à 10 minutes à pied, dans un ancien chai reconverti. Ce matin-là ne différait en rien des autres, si ce n'est cette sensation étrange, presque prémonitoire, qui l'habitait depuis son réveil. Une lourdeur dans la poitrine, comme si l'air lui-même était devenu plus dense. Jacques secoua la tête pour chasser cette pensée et but une gorgée de café. Il détestait ces moments où son esprit s'égarait vers des territoires émotionnels qu'il préférait laisser en friche. Il enfila son manteau en cachemire gris anthracite, ajusta son écharpe en laine d'Écosse et descendit l'escalier monumental dont les marches de marbre blanc résonnaient sous ses pas. Le hall d'entrée était plongé dans une semi-obscurité. Seule une lampe Art déco diffusait une lumière ambrée sur les murs tendus de soie damassée. Son regard glissa machinalement sur le portrait qui occupait le mur principal, un tableau à l'huile représentant un garçonnet d'environ 7 ans, aux cheveux blonds coupés en brosse, vêtu d'un pull marin rayé bleu et blanc trop grand pour lui. C'était lui,
photographié puis peint par un artiste local en 1988, peu après son arrivée dans sa famille adoptive. L'enfant sur le portrait ne souriait pas. Il fixait l'objectif avec une gravité troublante, presque adulte. Jacques s'arrêta, une seconde, comme il le faisait chaque matin depuis des années, sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être pour se rappeler d'où il venait, ou pour mesurer la distance parcourue entre cet enfant perdu et l'homme qu'il était devenu. Il sortit dans la fraîcheur mordante de novembre. Le portail en fer forgé grinça légèrement lorsqu'il l'ouvrit. C'est alors qu'il la vit. Une femme était assise contre le mur de pierre qui bordait sa propriété, recroquevillée dans un imperméable beige élimé, un sac en plastique déchiré posé près d'elle. Elle ne mendiait pas, ne tendait pas. La main, elle était simplement là, immobile, le regard perdu vers les pavés mouillés. Ses cheveux gris étaient collés sur son front par la pluie fine qui recommençait à tomber. Et ses mains noueuses agrippaient les pans de son manteau comme pour se protéger du froid qui s'infiltrait partout. Jacques s'apprêtait à passer. Son chemin, il croisait régulièrement des sans-abri dans ce quartier pourtant cossu, et avait appris depuis longtemps à détourner le regard pour ne pas être envahi par une culpabilité qu'il jugeait inutile. Mais cette fois, quelque chose le retint. Peut-être le silence de cette femme, son immobilité presque statuaire, ou cette façon qu'elle avait de ne rien demander, de juste exister là, comme un reproche muet adressé au monde entier. Il s'arrêta. La femme leva lentement les yeux vers lui. C'était un regard étrange, pas suppliant, pas agressif non plus, mais d'une intensité qui le troubla. Un regard qui semblait dire « Je te connais » ou peut-être « Toi, tu devrais me connaître ». « Vous avez besoin d'aide ?» demanda Jacques d'une voix qu'il voulait neutre mais qui trahissait malgré lui une certaine gêne. La femme ne répondit pas immédiatement. Elle cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle émergeait d'un rêve, puis hocha lentement la tête. « J'ai faim », murmura-t-elle d'une voix cassée, éraillée par des années de tabac et de nuits passées dehors. « Et j'ai froid. » Jacques hésita. Ce n'était pas dans ses habitudes. Il donnait de l'argent à des associations, signait des chèques pour des œuvres caritatives, mais il ne s'impliquait jamais personnellement. Trop risqué, trop émotionnel. Pourtant, ce matin-là, quelque chose en lui céda. Une digue invisible qui maintenait à distance toute forme de compassion directe. « Attendez ici », dit-il avant de se raviser. « Non, en fait, vous voulez entrer ? Je peux vous faire préparer quelque chose de chaud. » La femme le dévisagea avec une méfiance instinctive, comme si elle soupçonnait un piège. Puis, lentement, elle se releva en s'appuyant contre le mur. Elle était plus grande qu'il ne l'avait imaginé, presque aussi grande que lui, mais voûtée par les années et les épreuves. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-elle d'une voix où perçait l'incrédulité. « Oui, venez. » Ils traversèrent la cour pavée en silence. Jacques ouvrit la porte d'entrée et s'effaça pour la laisser passer. La femme entra avec précaution, comme si elle pénétrait dans un musée interdit. Ses yeux balayèrent le hall d'entrée, les moulures dorées, le lustre en cristal de Bohême, le parquet en chêne ciré qui reflétait la lumière comme un miroir. Et elle serra davantage son imperméable contre elle, consciente du contraste grotesque entre son apparence misérable et ce décor somptueux. « Attendez là », dit Jacques en désignant un banc en velours bordeaux près de l'entrée. « Je vais demander à la cuisinière de vous préparer quelque chose. » Il disparut dans les profondeurs de la maison, laissant la femme seule dans le hall. Elle s'assit lentement sur le banc, les mains posées sur ses genoux, le regard fixe. Puis, presque malgré elle, ses yeux furent attirés par le portrait accroché au mur. Le petit garçon aux cheveux blonds, au pull marin trop grand, au regard grave et lointain. Elle se leva d'un coup, comme propulsée par un ressort invisible. Ses jambes tremblaient. Elle s'approcha du tableau, lentement, pas à pas, le cœur battant si fort qu'elle entendait ses propres pulsations résonner dans ses oreilles. Elle tendit une main tremblante vers la toile, n'osant pas la toucher, se contentant de frôler le cadre doré. Non, ce n'était pas possible, pas après toutes ces années. « Madame ?» La voix de Jacques la fit sursauter. Il était revenu accompagné d'une femme d'une cinquantaine d'années, vêtue d'un tablier blanc. Sylvie, la cuisinière qui travaillait pour lui depuis 15 ans. « Ça va ?» demanda-t-il, inquiet de la voir si pâle, les yeux rivés sur le portrait. La femme se tourna vers lui. Ses lèvres tremblaient. Une larme roula sur sa joue ridée.
Ce garçon, murmura-t-elle d'une voix étranglée. Ce garçon sur le portrait. C'est moi, répondit Jacques, décontenancé. Quand j'avais S, c'est un bain et s'est changé. Elle a aussi mangé, Elle demande si elle peut vous parler. Jacques hésita. Il n'était pas prêt. Pas maintenant. Mais en même temps, il savait qu'il ne pourrait pas éviter cette conversation éternellement. Dites-lui que je descends dans 10 minutes. Sylvie hocha la tête et disparut. Jacques se leva, ajusta sa cravate machinalement, un geste qu'il faisait toujours quand il était nerveux, puis descendit l'escalier. Élise l'attendait dans le petit salon adjacent à la salle à manger. Elle avait revêtu des vêtements propres, un pantalon en toile et un pull en laine gris qui devait appartenir à Sylvie, et ses cheveux fraîchement lavés étaient attachés en un chignon lâche. Débarrassée de la crasse et de la misère qui la recouvrait, elle paraissait plus jeune, moins fantomatique. Jacques pouvait maintenant distinguer les traits de son visage. Des pommettes hautes, un front large, des yeux bleu-vert au regard intense. Quelque chose en elle lui rappelait vaguement le reflet qu'il voyait chaque matin dans le miroir. « Asseyez-vous », dit-il en désignant un fauteuil. Elle s'exécuta avec une lenteur prudente, comme si elle craignait qu'il ne change d'avis et la chasse à tout moment. Jacques prit place dans le fauteuil en face d'elle, les mains croisées sur ses genoux. « Je veux que vous me racontiez tout. » Depuis le début, sans rien omettre. Élise prit une longue inspiration, puis commença. « Je suis née à Marseille en 1961. Ma mère était couturière, mon père docker. On vivait dans le quartier du Panier, dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble délabré. Mon père buvait, beaucoup. Quand il rentrait, il frappait ma mère. Parfois moi aussi. À 16 ans, j'ai fugué. Je suis parti vivre dans la rue. C'est là que j'ai rencontré un garçon, Laurent. Il était plus âgé que moi. Il semblait fort, protecteur. En fait, il m'a initié à l'héroïne. À 19 ans, je suis tombée enceinte. Laurent a disparu le jour où je lui ai annoncé. Je me suis retrouvée seule, enceinte, sans un sou, accro à la drogue, mais j'ai arrêté de consommer pendant la grossesse. J'ai tout fait pour protéger mon bébé. J'ai accouché à l'hôpital de la Conception le 12 avril 1980. Un petit garçon. Je l'ai appelé Jacques, comme mon grand-père paternel, le seul homme de ma famille qui avait été bon avec moi. Elle marqua une pause, les yeux brillants de larmes contenues. Pendant 9 mois, j'ai essayé d'être une bonne mère, mais je n'avais rien. Pas de logement, pas de travail, pas de famille. Je dormais dans des squats, dans des foyers d'urgence. Je mendiais pour acheter du lait. Et puis un jour, j'ai rechuté. J'ai recommencé à me piquer. Les services ont débarqué. Ils ont dit que je n'étais pas en mesure de m'occuper de mon enfant. Ils me l'ont retiré. Ils m'ont promis que c'était temporaire, que je pourrais le récupérer une fois que j'irais mieux. Mais je n'ai jamais réussi à sortir de la drogue. Pas assez longtemps, en tout cas. Et un jour, on m'a dit qu'il avait été adopté, que je n'avais plus aucun droit sur lui, qu'il valait mieux pour lui que j'oublie son existence. Jacques écoutait sans bouger, sans l'interrompre. Chaque mot résonnait en lui comme un coup de marteau. Mais je n'ai jamais oublié, continua Élise, la voix brisée. Jamais, pas un seul jour. J'ai erré pendant des années. Marseille, Nice, Toulouse, Lyon, Bordeaux. J'ai vécu dans la rue, dans des centres d'hébergement, sous des ponts. J'ai essayé de me reconstruire, mais je n'y arrivais pas. La culpabilité me rongeait. L'idée que mon fils grandissait quelque part sans moi, qu'il me détestait peut-être, qu'il ne saurait jamais que je l'avais aimé de toutes mes forces. Ça me tuait à petit feu. Elle leva les yeux vers Jacques. Et ce matin, je me suis retrouvée devant ta maison. Je ne sais pas comment. Je ne savais même pas que tu vivais ici. Mais quand j'ai vu ce portrait, j'ai su. Au fond de mon cœur, j'ai su que c'était toi. Jacques resta silencieux un long moment. Il ne savait pas quoi dire, quoi penser. Une partie de lui voulait la croire, parce que ça répondrait enfin à toutes les questions qu'il se posait depuis l'enfance. Mais une autre partie résistait farouchement, par peur de l'inconnu, par peur de la douleur que cette vérité pourrait engendrer. « Vous comprenez que je ne peux pas vous croire sur parole », dit-il enfin d'une voix posée. « Je vais faire un test ADN. Ça prendra quelques jours. En attendant, vous pouvez rester ici, mais ne vous faites pas d'illusions. » Élise hocha la tête. « Je comprends, et merci. Merci de ne pas m'avoir jeté dehors. » Jacques se leva et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, il se retourna. « Une dernière chose, cette cicatrice sur mon genou. Comment pouvez-vous être sûr qu'il s'agissait de moi? Il y a des milliers d'enfants qui ont ce genre de cicatrice. » Élise le regarda droit dans les yeux. « Parce que ce jour-là, après t'avoir soigné, j'ai embrassé ton genou en pleurant, et tu as arrêté de pleurer. Tu m'as regardé avec tes grands yeux clairs,
et tu as souri. C'était la première fois que tu souriais depuis ta naissance. Je m'en souviens comme si c'était hier. » Jacques sentit sa gorge se nouer. Il sortit sans un mot, refermant la porte derrière lui. Les jours qui suivirent furent étranges, suspendus dans une sorte d'attente oppressante. Jacques avait organisé le rendez-vous chez Maître Laroche pour le test ADN. Élise s'était prêtée à l'examen avec une docilité presque douloureuse, tendant son bras pour la prise de sang sans poser de questions, comme si elle s'attendait à être punie à tout moment pour avoir osé réapparaître dans la vie de son fils. Le laboratoire promettait des résultats sous 10 jours. 10 jours d'incertitude, de cohabitation forcée, de regards furtifs échangés dans les couloirs de la demeure. Jacques s'était replié dans une politesse glaciale, traitant Élise comme une invitée de passage qu'on héberge par charité, mais qu'on préfère ne pas côtoyer. Il partait tôt le matin pour ses bureaux et rentrait tard le soir, s'enfermant immédiatement dans son bureau sans passer par le salon où Élise passait ses journées, assise près de la fenêtre, à regarder tomber la pluie. Sylvie, elle, avait adopté une attitude ambivalente. D'un côté, elle trouvait toute cette histoire rocambolesque et dangereuse. Une mendiante qui débarque et prétend être la mère de son patron. Il y avait de quoi être méfiant. Mais de l'autre, elle ne pouvait s'empêcher d'être touchée par la fragilité d'Élise, par cette tristesse qui émanait d'elle comme une odeur tenace. Elle lui apportait ses repas, lui prêtait des livres, lui racontait parfois des anecdotes sur Jacques enfant. Car oui, elle l'avait connu lorsqu'il avait 12 ans, peu après son adoption par les Moreau. C'était un garçon si sérieux, disait Sylvie en posant un plateau sur la table basse du petit salon. Trop sérieux pour son âge, en fait. Il ne jouait jamais. Il lisait, travaillait, aidait dans la maison. Comme s'il voulait mériter sa place, vous comprenez? Comme s'il avait peur qu'on le renvoie, s'il n'était pas parfait. Élise écoutait ses récits, le cœur serré. Chaque détail était une nouvelle blessure, un rappel de tout ce qu'elle avait manqué. Elle aurait dû être celle qui racontait ces histoires, celle qui avait vu son fils grandir, apprendre à lire, à rire, à devenir un homme. Au lieu de ça, elle était une étrangère dans sa propre histoire familiale. Un soir, alors que Jacques rentrait plus tôt que d'habitude, il la trouva dans la cuisine. Élise avait proposé à Sylvie de l'aider à préparer le dîner. Une daube provençale, un plat que sa grand-mère lui avait appris à cuisiner dans une vie antérieure quand tout était encore possible. L'odeur du vin rouge, du thym et des carottes mijotées emplissait la pièce d'une chaleur presque nostalgique. « Vous cuisinez ?» demanda Jacques d'un ton neutre, mais non dénué de surprise. Élise sursauta légèrement en l'entendant. Elle se retourna, une cuillère en bois à la main. « Oui, j'espère que ça ne vous dérange pas. J'avais envie de me rendre utile. » Jacques ne répondit pas immédiatement. Il observa la scène. Élise, vêtue d'un tablier emprunté à Sylvie, remuant consciencieusement la cocotte, Sylvie en train de couper du pain à l'ancienne, la lumière dorée des lampes suspendues au-dessus du plan de travail. C'était une image domestique, banale, mais qui contrastait violemment avec le vide habituel de cette cuisine, habituellement réservée au seul usage fonctionnel de Sylvie. « Non, ça ne me dérange pas », finit-il par dire. Un silence lourd s'installa. Sylvie, sentant la tension, s'excusa et disparut dans l'arrière-cuisine sous prétexte de ranger quelque chose. Jacques resta debout près de la porte, les mains dans les poches, ne sachant pas vraiment pourquoi il ne partait pas. « Vous voulez goûter ?» proposa Élise d'une voix hésitante. Jacques acquiesça sans un mot. Elle lui tendit la cuillère en bois, après l'avoir soufflée pour la refroidir. Il goûta. C'était bon, vraiment bon. Un goût qu'il ne parvenait pas à identifier, mais qui réveillait en lui quelque chose de profondément enfoui. Une sensation de chaleur, de sécurité, de foyer. C'est excellent, admit-il à contre-cœur. Élise sourit timidement. Ma grand-mère disait toujours que pour réussir une daube, il fallait y mettre de l'amour, pas seulement des ingrédients. Jacques détourna le regard. Ce genre de phrase, sirupeuse, sentimentale, l'agaçait d'ordinaire. Mais venant d'elle, ça sonnait différemment, authentique. « Pourquoi vous ne m'avez jamais cherché ?» demanda-t-il brusquement sans préambule. La question claqua dans l'air comme un coup de fouet. Élise pâlit. Elle reposa lentement la cuillère et s'appuya contre le plan de travail, comme si elle avait besoin de quelque chose de solide pour ne pas s'effondrer. « J'ai essayé, murmura-t-elle. Pendant des années, j'ai essayé. Épétéant. Un silence de plomb s'abattit sur le hall. Sylvie, immobile près de l'escalier, sentit l'atmosphère changer brusquement, comme si un orage invisible s'apprêtait à éclater. La femme porta une main à sa bouche, étouffant un sanglot qui montait de sa poitrine.
Puis, dans un cri qui sembla jaillir des tréfonds de son âme, un cri de douleur, de reconnaissance, de rage et d'amour mêlés, elle hurla « Cet enfant est mon fils !» Le silence qui suivit fut assourdissant. Sylvie laissa échapper un petit cri étouffé. Jacques, figé sur place, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses oreilles bourdonnaient. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. « Quoi ?» parvint-il enfin à articuler, la voix blanche. La femme s'effondra sur le banc, les épaules secouées de sanglots. Elle cachait son visage dans ses mains, incapable de retenir les pleurs qui la submergeaient. « C'est mon fils !» répéta-t-elle entre deux sanglots. « Je le sais, je le reconnais. Oh mon Dieu, c'est lui, c'est vraiment lui. » Jacques recula, d'un pas, comme pour mettre une distance physique entre lui et cette révélation impossible. Son cerveau refusait d'enregistrer l'information. C'était absurde, grotesque. Cette femme était dérangée ou menteuse, ou les deux à la fois. « Vous êtes folle », lâcha-t-il d'une voix dure. « Vous ne savez même pas qui je suis. »« Si », murmura-t-elle en relevant la tête, le visage strié de larmes. « Je sais. Tu t'appelles Jacques. Jacques Moreau. Mais avant tu t'appelais Jacques Darmon. C'était mon nom de jeune fille. Darmon. » Jacques sentit son cœur se serrer douloureusement dans sa poitrine. Ce nom, il l'avait déjà entendu, vaguement, dans des documents administratifs poussiéreux consultés des années auparavant, lors de recherches qu'il avait rapidement abandonnées par peur de ce qu'il pourrait découvrir. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. « Je m'appelle Élise Darmon. J'avais 19 ans quand tu es née. Marseille, 1980. Quartier du Panier. J'étais perdu à l'époque. Drogué, sans domicile. Les services sociaux t'ont retiré quand tu avais 9 mois. Je ne t'ai jamais revu. » Sylvie, toujours pétrifiée près de l'escalier, posa une main sur son cœur. Jacques, lui, ne savait plus quoi penser. Une partie de lui voulait hurler, chasser cette femme, effacer cette scène comme on efface un cauchemar. Mais une autre, partie, plus profonde, plus ancienne, reconnaissait quelque chose dans cette voix, dans ce regard, dans cette douleur brute et sans filtre. « Vous mentez, dit-il. » Mais sa voix manquait de conviction. « Non, je ne mens pas. Tu avais une cicatrice sur le genou gauche. Une petite cicatrice en forme de croissant, là, juste sous la rotule. Tu t'étais blessé en tombant d'un caddie de supermarché dans lequel je t'avais posé. Tu avais 8 mois. » Jacques sentit ses jambes se dérober. Il s'appuya contre le mur. Cette cicatrice, personne ne la connaissait. Personne. Même ses parents adoptifs ne savaient pas d'où elle venait. Ils l'avaient toujours eue. C'était tout. Comment vous savez ça? Parce que c'est moi qui t'ai soigné ce jour-là, avec un bout de tissu déchiré et de l'eau d'une fontaine publique. J'ai pleuré pendant des heures en te regardant crier. J'étais si jeune, si perdu, si incapable. Élise releva la tête et planta son regard dans celui de Jacques. Il y avait tant de douleur dans ses yeux, une douleur accumulée pendant 37 ans, qu'il ne put soutenir ce regard plus de quelques secondes. « Je ne vous crois pas, murmura-t-il, mais il ne savait plus s'il se mentait à lui-même ou s'il essayait réellement de se protéger. « Tu chantais une comptine, » continua Élise d'une voix brisée. « Une comptine que ma grand-mère me chantait quand j'étais petite. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Tu la fredonnais tout le temps, même quand tu pleurais. C'était la seule chose qui te calmait. » Jacques ferma les yeux. Cette comptine, il la connaissait. Il ne savait pas pourquoi ni d'où elle venait, mais elle lui revenait parfois en tête, comme un écho lointain d'une vie antérieure. Il l'avait toujours attribuée à un souvenir confus de l'orphelinat, ou à quelque chose entendu à la radio. Mais peut-être pas. Un long silence s'installa. Sylvie, ne sachant que faire, se racla discrètement la gorge. « Monsieur Moreau, dois-je quand même préparer le repas ?» Jacques ouvrit les yeux et regarda tour à tour Sylvie, puis Élise. Cette dernière avait baissé la tête et fixait à nouveau le sol, comme si elle regrettait déjà d'avoir parlé, comme si elle s'attendait à être chassée d'un instant à l'autre. « Oui, » répondit Jacques d'une voix mécanique. « Préparez quelque chose. Et préparez aussi une chambre, à l'étage. Une des chambres d'amis. » Sylvie écarquilla les yeux, stupéfaite. « Une chambre? Oui, cette dame va rester quelques jours. » Il ne savait pas pourquoi il venait de dire ça. C'était irrationnel, dangereux peut-être. Mais il ne pouvait pas la jeter dehors. Pas maintenant, pas avant d'avoir compris. Élise releva brusquement la tête,
les yeux rouges et gonflés. « Vous êtes sérieux ?»« Je ne sais pas si je vous crois, » dit Jacques d'une voix dure, mais honnête. « Je ne sais pas qui vous êtes vraiment ni pourquoi vous dites tout ça. Mais je vais le découvrir. En attendant, vous allez rester ici. Vous allez vous reposer, manger, et demain, on parlera. » Élise hocha lentement la tête, incapable de prononcer un mot. Jacques se tourna vers Sylvie. « Appelez mon bureau. Dites-leur que j'arriverai en fin de matinée. Sylvie, oui, monsieur. Ne parlez de ça à personne. Pas encore. Bien sûr, monsieur. » Sylvie s'éclipsa rapidement, visiblement soulagée de pouvoir échapper à cette scène étrange et pesante. Jacques resta seul avec Élise dans le hall. Il la regardait sans vraiment la voir, l'esprit en ébullition. Si cette femme disait la vérité, alors toute sa vie, tout ce qu'il avait construit, toute l'image qu'il avait de lui-même, reposait sur un mensonge, sur un vide. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il soudain. « Pourquoi aujourd'hui? Après toutes ces années ?» Élise releva les yeux vers lui. Elle semblait épuisée, vidée de toute énergie. « Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment je suis arrivée ici. J'errais depuis des jours, sans but. Et puis je me suis retrouvée devant cette maison, devant ce portail, comme si quelque chose m'avait guidée. »« Vous êtes croyante ?»« Non. Mais parfois, j'aimerais l'être. Ça rendrait les choses plus faciles à supporter. » Jacques hocha lentement la tête. Il comprenait ce qu'elle voulait dire. Lui aussi, parfois, aurait aimé croire en quelque chose de plus grand que lui, en une main invisible qui donnerait du sens au chaos. Mais il n'avait jamais réussi. « Allez vous laver, dit-il enfin. Sylvie va vous montrer la salle de bain et vous donner des vêtements propres. Ensuite, vous mangerez. Reposez-vous. Nous reparlerons de tout ça plus tard. » Élise se leva lentement, les jambes encore tremblantes. Elle s'avança vers Jacques, hésitante, comme si elle voulait le toucher, poser une main sur son bras, mais elle s'arrêta à mi-chemin. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, et dans cet instant suspendu, Jacques ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Une connexion, fragile, terrifiante, mais réelle. « Merci » murmura Élise avant de s'éloigner vers l'escalier, guidée par Sylvie qui venait de réapparaître. Jacques resta seul dans le hall, le regard fixé sur le portrait de l'enfant au pull marin. Pour la première fois depuis des années, il se demanda vraiment qui était ce garçon, et qui il aurait pu devenir si les choses s'étaient passées autrement. La matinée s'écoula dans une étrange torpeur. Jacques était monté dans son bureau situé au premier étage, une pièce aux boiseries sombres, meublée d'un imposant bureau en acajou et tapissée de rayonnages chargés de livres reliés qu'il n'ouvrait presque jamais. Il avait essayé de travailler, de consulter ses emails, de répondre aux sollicitations de ses collaborateurs, mais son esprit revenait sans cesse à la scène du matin. Les mots d'Élise tournaient en boucle dans sa tête. « Cet enfant est mon fils. » Il attrapa son téléphone et composa le numéro de son avocat, Maître Vincent Laroche, un homme d'une 50aine d'années, sec et méthodique, qu'il connaissait depuis une 10aine d'années. « Vincent, c'est Jacques. »« Jacques, bonjour. Que me vaut cet appel matinal? J'ai besoin de ton aide. C'est personnel et urgent. » Un silence. Vincent Laroche était habitué aux demandes pressantes de ses clients, mais rarement sur des sujets personnels. Jacques Moreau était un homme d'affaires redoutable, mais il ne parlait jamais de sa vie privée. « Je t'écoute. Une femme prétend être ma mère biologique. Elle est apparue ce matin devant chez moi. Elle dit des choses qu'elle ne devrait pas savoir. » Nouveau silence, plus long cette fois. « Tu veux que je vérifie son identité? » ?»« Oui, et je veux qu'on fasse un test ADN, mais discrètement, très discrètement. Ça peut s'arranger. Tu as son nom complet? Élise Darmon, née en 1961, probablement à Marseille. C'est tout ce que je sais. C'est suffisant pour commencer. Je lance les recherches aujourd'hui. Pour le test ADN, il faudra que tu viennes au cabinet avec elle. Je connais un laboratoire fiable. Merci, Vincent. Jacques, fais attention. Ce genre de situation peut vite devenir compliqué. Sur le plan émotionnel, je veux dire. Je sais. Il raccrocha et resta un long moment immobile, le regard perdu vers la fenêtre. Dehors, la pluie avait cessé, laissant place à un ciel gris plombé. Les branches nues des platanes se balançaient doucement dans le vent. Un coup discret à la porte le tira de ses pensées. « Entrez. » Sylvie apparut dans l'embrasure, les mains croisées devant elle. « Monsieur. » La dame apprit.
Ça écrit des lettres aux services sociaux, aux orphelinats, aux tribunaux. Mais personne ne me répondait. Ou alors on me disait que le dossier était clos, que l'adoption était définitive, que je n'avais plus aucun droit. Et puis j'avais honte. Honte de ce que j'étais devenu. Honte de me présenter devant toi, sale, drogué, misérable. Je me disais que tu méritais mieux qu'une mère comme moi. Alors vous avez renoncé. Ce n'était pas une question mais un constat, une accusation à peine voilée. Oui, admit Élise, les larmes aux yeux. J'ai renoncé, parce que j'étais faible, parce que j'avais peur, parce que je ne savais pas comment faire autrement. Jacques serra les mâchoires. Il voulait être en colère, lui en vouloir, la haïr pour cet abandon. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'au fond, il comprenait. Il comprenait ce qu'était la peur, la honte, l'incapacité à affronter certaines vérités. Les résultats du test arrivent dans 3 jours, dit-il avant de quitter la cuisine. Élise resta seule, les épaules secouées de sanglots silencieux. Le jour des résultats arriva plus vite que prévu. Maître Laroche appela Jacques en milieu de matinée. Sa voix était inhabituellement grave. « Jacques, il faut qu'on parle. Peux-tu passer au cabinet ?»« Dis-moi au téléphone. »« Ce n'est pas si simple. »« Vincent, s'il te plaît. » Un long soupir à l'autre bout du fil. Les résultats sont non concluants. Jacques sentit son estomac se nouer. Comment ça, non concluant? Les échantillons sont trop dégradés. L'ADN d'Élise présente des marqueurs compatibles avec une filiation. Mais la qualité des prélèvements ne permet pas d'établir une certitude scientifique. En gros, ça ne prouve ni qu'elle est ta mère, ni qu'elle ne l'est pas. Ah, tu te fous de moi. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais entendre, mais c'est la réalité. Les années de vie dans la rue, la malnutrition, l'alcool, la drogue, tout ça a altéré son ADN. On peut refaire le test avec des méthodes plus poussées, mais ça coûtera cher et ça prendra du temps. Et il n'y a aucune garantie que ce soit plus concluant. Jacques raccrocha sans dire au revoir. Il resta immobile derrière son bureau, le regard perdu dans le vide. Il avait tant espéré que ce test apporterait des réponses claires, définitives. Mais à la place, il se retrouvait avec encore plus de doutes, encore plus d'incertitudes. Il rentra chez lui en début d'après-midi, chose qu'il ne faisait jamais. Élise était dans le jardin, assise sur un banc de pierre près de la fontaine. Elle portait un châle en laine sur les épaules et regardait les dernières feuilles d'automne tomber des arbres. Quand elle le vit arriver, elle se leva d'un bond, le visage plein d'espoir. « Les résultats ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Non concluant. Le mot tomba comme une sentence. Élise vacilla, porta une main à sa bouche. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire qu'on ne sait rien, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais on peut refaire le test, non? Ça ne servira probablement à rien. » Lâcha Jacques avec une brutalité qu'il ne chercha pas à masquer. Élise le regarda, les yeux agrandis par l'incompréhension et la douleur. « Tu ne me crois pas, c'est ça ?» Jacques détourna le regard. « Je ne sais pas quoi croire. »« Mais je t'ai dit la vérité !»« Je t'ai raconté des choses que personne ne pourrait inventer, ou que n'importe qui pourrait avoir deviné, » répliqua-t-il durement. Une cicatrice sur un genou, une comptine. Ce ne sont pas des preuves. Et qu'est-ce qui serait une preuve pour toi? Hurla Élise, la voix brisée par le désespoir. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? La certitude, cria Jacques en retour. La certitude que tu n'es pas en train de me manipuler, de profiter de ma solitude, de mon besoin pathétique de retrouver une famille. Les mots résonnèrent dans le jardin comme des coups de feu. Élise recula d'un pas comme giflée. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle ne chercha pas à les essuyer. « Tu penses vraiment ça ?» murmura-t-elle. « Tu penses que je suis une menteuse? Une profiteuse ?» Jacques ne répondit pas. Il ne savait plus. Il était épuisé, perdu, déchiré entre l'envie de croire et la peur d'être trahi. « Je veux que tu partes, » dit-il d'une voix blanche. Élise chancela. « Quoi? Je veux que tu partes. Demain matin. Sylvie te donnera de l'argent, des vêtements. Mais je ne peux pas. Je ne peux plus faire ça. Jacques, je t'en supplie. Ne m'appelle pas comme ça, explosa-t-il. Tu n'as pas le droit de m'appeler comme ça. Tu n'as aucun droit sur moi. Il fit demi-tour et rentra dans la maison, claquant la porte derrière lui. Élise s'effondra sur le banc de pierre, le visage enfoui dans ses mains, secoué de sanglots déchirants. Dans le ciel de Bordeaux, les nuages s'amoncelaient, annonçant un nouvel orage. Les jours suivants furent un enfer. Élise n'était pas partie. Jacques n'avait pas eu le courage de la mettre physiquement dehors, et elle, de son côté, s'accrochait à l'espoir que les choses pourraient encore changer. Mais ils ne se parlaient plus. Ils s'évitaient,
comme deux fantômes hantant la même maison. Jacques sombrait dans une spirale de doute et de colère. Il travaillait jusqu'à l'épuisement, buvait plus que de raison, refusait les appels de Maître Laroche et de ses collaborateurs inquiets. Il ne dormait presque plus, hanté par des questions sans réponse. Et si elle disait la vérité? Et si elle mentait? Et s'il la chassait? Et qu'elle était vraiment sa mère? Et s'il la gardait? Et qu'elle n'était qu'une menteuse? Un soir, alors qu'il était enfermé dans son bureau avec une bouteille de cognac à moitié vide, on frappa doucement à la porte. « Je ne veux voir personne », grommela-t-il, mais la porte s'ouvrit quand même. Ce n'était pas Élise, mais Marguerite Delacroix, une femme d'une 60aine d'années, élégante malgré son âge, les cheveux blancs coiffés en chignon strict. Marguerite avait été la gouvernante de ses parents adoptifs pendant plus de 20 ans. Elle ne travaillait plus depuis leur décès, mais restait en contact avec Jacques, le considérant un peu comme le fils qu'elle n'avait jamais eu. « Marguerite, qu'est-ce que vous faites là ?» « Sylvie m'a appelé. Elle m'a dit que tu n'allais pas bien. » Jacques eut un rire amer. « Récemment, Sylvie devrait s'occuper de ses affaires. Elle s'inquiète pour toi. »« Moi aussi. » Marguerite s'assit dans le fauteuil en face du bureau, sans attendre d'y être invitée. Elle croisa les mains sur ses genoux et le regarda droit dans les yeux. « Sylvie m'a raconté toute l'histoire. Cette femme qui prétend être ta mère. Elle ne prétend rien, marmonna Jacques. Elle croit ce qu'elle dit. Ou elle ment très bien. Et toi, qu'est-ce que tu crois? » Jacques ne répondit pas. Il but une gorgée de cognac, sentant l'alcool brûler sa gorge. « Je ne sais pas, » finit-il par avouer. « C'est ça le pire. Je ne sais plus rien. » Marguerite hocha lentement la tête. Elle resta silencieuse un moment, puis prit une longue inspiration. « J'ai quelque chose à te montrer. » Elle sortit de son sac à main un vieil album photo recouvert de cuir craquelé. Jacques fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est? » « Ton père adoptif, Robert, me l'avait confié il y a des années. Il m'avait demandé de le garder précieusement, de ne jamais le jeter. Je pense qu'il voulait que tu le voies un jour, mais il n'a jamais osé t'en parler. Il avait peur de ta réaction. » Elle posa l'album sur le bureau. Jacques le regarda comme s'il s'agissait d'une bombe. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?»« Des photos de tes premières années, avant que Robert et Mathilde ne t'adoptent. Des photos prises par les services sociaux, par des familles d'accueil. » Jacques tendit lentement la main et ouvrit l'album. Les premières pages montraient des clichés en noir et blanc d'un bébé, lui probablement, dans les bras de différentes personnes qu'il ne reconnaissait pas. Puis au fil des pages, un petit garçon d'1 an, 2 ans, 3 ans, toujours avec ce regard grave, cette absence de sourire. Et enfin, sur l'une des dernières pages, une photo qui lui coupa le souffle. C'était une femme jeune, très maigre, le visage creusé par la drogue et la misère, assise sur les marches d'une église. Elle tenait un bébé emmitouflé dans une couverture bleue. La photo était floue, prise de loin, probablement par un travailleur social. Mais le regard de la femme, ce regard intense, déchirant, plein d'un amour désespéré. Jacques ne pouvait le quitter des yeux. « C'est elle ?» murmura-t-il. « Je pense, oui. Regarde au dos de la photo. » Jacques retourna délicatement le cliché. Une écriture tremblante avait noté « Élise D, Marseille, Église Saint-Laurent, mars 1981. Dernier contact avant placement définitif. » Jacques sentit ses mains trembler. Il scruta le visage de la jeune femme sur la photo, cherchant des ressemblances avec l'Élise qu'il connaissait. Les traits étaient plus doux, moins marqués par les années. Mais les yeux étaient les mêmes. Cette intensité, cette tristesse, cette culpabilité. « Mon Dieu, » murmura-t-il, « je ne peux pas te dire avec certitude que c'est elle, » dit Marguerite doucement. « Mais les dates correspondent. Le prénom correspond. Et ce bébé sur la photo, c'est toi, Jacques. J'en suis sûr. » Jacques referma l'album, incapable de regarder plus longtemps. Qu'il avait l'impression que quelque chose se brisait en lui. Un mur qu'il avait passé des décennies à construire, pierre par pierre, pour se protéger de l'abandon, de la douleur, de la vérité. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il d'une voix d'enfant perdu. Marguerite se leva et vint poser une main sur son épaule. « Tu dois écouter ton cœur. Les preuves scientifiques, c'est bien. Mais parfois, le cœur sait des choses que la science ne peut pas expliquer. » Elle quitta la pièce en silence, laissant l'album sur le bureau. Jacques resta seul, les yeux rivés sur la couverture. Ras de cuir craquelait. Puis, lentement, il se leva et descendit au rez-de-chaussée. Élise était dans le petit salon, assise près de la fenêtre, exactement là où il l'avait vue chaque soir depuis une semaine. Quand il entra,
Elle sursauta légèrement, comme si elle s'attendait à ce qu'il vienne lui annoncer son expulsion définitive. « Jacques, je veux dire, monsieur Moreau. »« Reste assise, » l'interrompit-il doucement. Il prit place dans le fauteuil en face d'elle, l'album entre les mains. Il le posa sur la table basse qui les séparait. « J'ai quelque chose à te montrer. » Élise fronça les sourcils, intriguée et inquiète à la fois. Jacques ouvrit l'album à la page de la photo de l'église. Élise se pencha en avant pour mieux voir. Ses yeux s'agrandirent. Sa respiration se coupa. Elle tendit une main tremblante vers la photo, la frôlant du bout des doigts, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse. « Oh, c'est moi, murmura-t-elle, la voix brisée. « Oh mon Dieu, c'est moi. Et c'est toi, mon bébé, mon petit Jacques. » Des larmes jaillirent de ses yeux, incontrôlables. Elle porta les mains à son visage, incapable de contenir l'émotion qui la submergeait. « Je me souviens de ce jour. C'était la dernière fois que je t'ai vu avant qu'il ne te prenne définitivement. Il m'avait autorisé à venir te dire au revoir. Je t'ai tenu dans mes bras pendant 1 heure. Je t'ai chanté des chansons. Je t'ai embrassé partout. Je t'ai dit que je t'aimais encore et encore, comme si les mots pouvaient te protéger de ce qui allait se passer. Et puis ils t'ont arraché de mes bras. Tu pleurais. Tu tendais les mains vers moi. Et moi, je n'ai rien pu faire. Rien. » Elle sanglotait maintenant sans retenue, le corps secoué de spasmes. Jacques la regardait, pétrifié par la violence de cette douleur. C'était comme si 37 ans de chagrin refoulé s'échappaient d'un coup, dans un torrent dévastateur. « Élise !» commença-t-il, mais il ne savait pas quoi dire. Alors, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans sa vie, il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Il se leva, s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Élise se figea d'abord, trop surprise pour réagir. Puis, lentement, elle entoura ses bras autour de lui et le serra de toutes ses forces, comme si elle avait peur qu'il ne disparaisse. Qu'ils restèrent ainsi enlacés pendant de longues minutes, dans un silence troué seulement par les sanglots d'Élise et le tic-tac régulier de l'horloge comtoise dans le couloir. « Je suis désolé, » murmura Jacques contre ses cheveux. « Désolé d'avoir douté. Désolé de t'avoir fait souffrir. Tant c'est moi qui suis désolé, » hoqueta Élise. « Désolé de t'avoir abandonné. Désolé de ne pas avoir été la mère que tu méritais. Tu n'as pas choisi de m'abandonner. On t'a forcé. » Élise recula légèrement pour le regarder dans les yeux. Son visage était strié de larmes, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. De l'espoir, de la lumière. « Tu me crois? Tu crois vraiment que je suis ta mère ?» Jacques prit une longue inspiration. Il pensa aux tests ADN non concluants, aux preuves insuffisantes, aux doutes qu'il avait rongés. Puis il pensa à cette photo, à ses yeux, à ce chagrin qui ne pouvait pas être feint. Et il pensa à ce qu'il ressentait en ce moment même, dans cette pièce, avec cette femme dans ses bras. Quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Quelque chose qui ressemblait à l'appartenance. « Oui, » dit-il simplement, « je te crois. » Élise éclata à nouveau en sanglots, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement, de joie, de délivrance. Jacques la serra à nouveau contre lui, fermant les yeux, laissant enfin tomber les barrières qu'il avait érigées toute sa vie. « Maman », murmura-t-il, testant le mot sur ses lèvres. « Maman », ce mot qu'il n'avait jamais prononcé depuis l'enfance. Ce mot qui lui semblait étranger, presque interdit. Mais maintenant, il sonnait juste. Il sonnait comme un retour à la maison. Élise pleurait de plus belle en l'entendant. Elle posa une main tremblante sur la joue de Jacques, le regardant avec une intensité qui contenait tout l'amour accumulé pendant 37 ans. « Mon fils », murmura-t-elle, « mon petit garçon, tu es enfin revenu vers moi. » Dehors, la pluie qui menaçait depuis des jours commença enfin à tomber, lavant les pavés bordelais, nettoyant la ville de ses impuretés. Dans le petit salon de la maison Moreau, 2 êtres brisés par la vie se retrouvaient enfin, recollant les morceaux d'une histoire fracturée, reconstruisant ce qui avait été détruit par le destin et les circonstances. La nuit tomba lentement sur Bordeaux. Jacques et Élise restèrent longtemps dans le salon, à parler, à pleurer, à rire aussi parfois, partageant des souvenirs, les siens, fragmentés et flous, les siens à elle, douloureux, mais précieux. Sylvie entra discrètement pour apporter du thé et des biscuits, s'arrêtant sur le seuil en voyant la scène. Elle sourit doucement avant de se retirer sans un mot, le cœur réchauffé par ce tableau inattendu. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda Élise après un long silence. Jacques réfléchit un moment, caressant machinalement la photo dans l'album. « On va vivre, dit-il simplement, ensemble, en tant que mère et fils. On va rattraper le temps perdu.
Pas tout d'un coup, parce que c'est impossible, mais petit à petit, jour après jour. Élise hocha la tête, les yeux brillants. « Tu es sûr? Tu es sûr que tu veux ça? Que tu me veux dans ta vie ?»« J'en suis sûr, » affirma Jacques avec une conviction qui le surprit lui-même. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis toujours, il se sentait complet, comme si une pièce manquante du puzzle de sa vie venait enfin de se mettre en place. Il ne savait pas si c'était rationnel, si c'était sage, si c'était ce qu'un homme comme lui était censé faire. Mais il savait que c'était juste, profondément juste. « Il va falloir que je prévienne mes proches, » dit-il soudain. « Mes collaborateurs, mes amis, ils vont avoir des questions. Beaucoup de questions. »« Tu n'es pas obligé de tout leur dire, » murmura Élise. « Je comprendrais si tu préférais garder ça secret. »« Non, » la coupa Jacques fermement. « Je ne veux plus de secret, plus de mensonges. Tu es ma mère. Je vais le dire à tout le monde. » Un sourire timide éclaira le visage d'Élise. C'était la première fois que Jacques la voyait vraiment sourire. Et dans ce sourire, il reconnut quelque chose de lui-même, cette façon de retenir ses émotions jusqu'à ce qu'elles débordent, cette pudeur maladroite, cette peur d'être heureux. 2 jours plus tard, Jacques organisa un dîner. Il invita ses plus proches collaborateurs, Laurent Dufour, son directeur commercial, et Amélie Fontaine, sa directrice financière, ainsi que Maître Laroche et Marguerite. 8 personnes en tout, autour de la grande table en chêne de la salle à manger, éclairée par des candélabres en argent. Sylvie avait préparé un festin digne d'un restaurant étoilé, velouté de châtaignes, magret de canard au cèpe, gratin dauphinois, salade de mâche, plateau de fromage affiné et tarte tatin. Élise était assise à la droite de Jacques, vêtue d'une robe simple mais élégante que Marguerite lui avait offerte. Elle était nerveuse, tripotant sa serviette, n'osant pas croiser les regards des invités qui la dévisageaient avec curiosité et méfiance. Jacques, lui, restait étonnamment calme. Il attendit que le plat principal soit servi, que les verres de Bordeaux soient remplis, puis il se leva lentement. « Merci à tous d'être venus ce soir, » commença-t-il d'une voix posée. « Je sais que cette invitation était inattendue, mais j'avais quelque chose d'important à vous dire, quelque chose qui va changer ma vie. Et probablement votre perception de qui je suis. » Les convives échangèrent des regards intrigués. Maître Laroche, qui était au courant, gardait une expression neutre. Marguerite souriait discrètement. « Il y a 2 semaines, une femme est apparue devant ma porte. Elle s'appelle Élise Darmon. Et après beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup de douleurs aussi, j'ai décidé de croire qu'elle est ma mère biologique. » Un silence de plomb s'abattit sur la table. Laurent Dufour faillit s'étouffer avec son vin. Amélie Fontaine écarquilla les yeux. « Ta mère ?» balbutia Laurent. « Oui, je n'ai pas de preuves scientifiques irréfutables. Le test ADN n'a rien donné de concluant. Mais j'ai des photos, des souvenirs, et surtout, j'ai une certitude intime. Celle que parfois, il faut savoir écouter son cœur plutôt que sa raison. » Amélie posa sa fourchette, le visage fermé. « Jacques, tu es sûr de ce que tu fais? Je veux dire sans test ADN concluant. Comment peux-tu être certain qu'elle ne te manipule pas? » « Je ne peux pas, » admit Jacques, « mais je préfère prendre ce risque plutôt que de vivre avec le regret d'avoir laissé passer ma seule chance de retrouver ma famille. » Maître Laroche intervint d'une voix calme. « J'ai vérifié l'identité d'Élise. Son parcours correspond à ce qu'elle raconte. Les dates, les lieux, les circonstances. Évidemment, ça ne prouve rien de façon absolue, mais ça rend son histoire très crédible. »« Très crédible n'est pas une certitude, » insista Amélie. « Tu as raison, » acquiesça Jacques. « Mais dans la vie, on n'a pas toujours de certitude. Parfois, il faut juste avoir foi. » Il se tourna vers Élise et lui tendit la main. Elle la saisit, les yeux embués de larmes. Jacques se tourna à nouveau vers ses invités. « Je vous demande de respecter ma décision. Je sais que c'est surprenant, que certains d'entre vous sont sceptiques, mais c'est ma vie, mon choix. Et j'aimerais que vous souteniez Élise comme vous m'avez toujours soutenu. » Laurent fut le premier à réagir. Il se leva lentement, contourna la table et vint serrer la main d'Élise. « Bienvenue dans la famille, Madame Darmon. » Élise le regarda, incrédule, puis éclata en sanglots. « Marguerite. » Rite se leva à son tour, suivi de Maître Laroche. Amélie resta assise plus longtemps, visiblement en proie à un conflit intérieur, puis finit par se lever elle aussi et s'approcher. « Si Jacques vous fait confiance, alors je vous fais confiance, » dit-elle à Élise, même si sa voix trahissait encore des doutes. Le dîner reprit dans une atmosphère étrange, mélange de gêne et d'émotion. Mais au fil des heures,
Les langues se délièrent. On posa des questions à Élise, avec tact, avec curiosité, parfois avec méfiance. Elle répondit du mieux qu'elle put, racontant son parcours sans rien cacher, assumant ses erreurs, ses faiblesses, ses regrets. À la fin de la soirée, quand les invités furent partis, Jacques et Élise se retrouvèrent seuls dans le hall d'entrée, sous le portrait du petit garçon au pull marin. « Tu as été courageuse ce soir, » dit Jacques. « J'avais peur qu'il me juge, qu'il te convainque que je mentais. Personne ne peut me convaincre de quoi que ce soit. C'est mon choix, et je l'assume. » Élise leva les yeux vers le portrait. « Tu sais ce qui est étrange ?» demanda-t-elle doucement. « Quoi ? Sur ce tableau, tu as l'air si seul, si perdu. Et maintenant, quand je te regarde, je vois un homme qui a trouvé sa place. » Jacques suivit son regard vers le portrait. Elle avait raison. L'enfant sur ce tableau était seul, mais lui ne l'était plus. « On va faire refaire ce portrait, » décida-t-il impulsivement. « Toi et moi, ensemble. » Élise sourit à travers ses larmes. « J'aimerais beaucoup ça. » Ils restèrent là côte à côte, regardant l'image du passé mais pensant déjà à l'avenir. Un avenir qu'ils allaient construire ensemble, pas à pas, malgré les cicatrices, malgré les années perdues. Dehors, la pluie avait cessé. Le ciel s'était dégagé, laissant apparaître quelques étoiles timides dans la nuit bordelaise. Et dans la maison Moreau, pour la première fois depuis très longtemps, régnait un sentiment que ni Jacques ni Élise n'avaient connu depuis des décennies. La paix. Les premières semaines furent une exploration prudente, une danse hésitante entre deux êtres qui apprenaient à se connaître tout en portant le poids de 37 années de séparation. Jacques avait fait aménager l'aile ouest de la maison pour Élise, une suite composée d'une chambre spacieuse aux murs peints en blanc cassé, d'une petite salle de bain avec baignoire sur pied et d'un salon privé donnant sur le jardin. Il avait veillé à ce que tout soit confortable sans être ostentatoire. Conscient qu'Élise avait encore du mal à accepter ce luxe soudain après tant d'années de privation. Chaque matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble dans la véranda. C'était devenu un rituel tacite, un moment suspendu avant que Jacques ne parte pour ses bureaux et qu'Élise ne commence sa journée, remplissant les heures en lisant les livres de la bibliothèque, en aidant Sylvie à la cuisine ou simplement en se promenant dans le jardin, redécouvrant le plaisir simple d'avoir un lieu sûr où exister. Un matin de décembre, alors que la première gelée blanche recouvrait les pavés de la cour, Élise descendit plus tôt que d'habitude. Elle trouva Jacques déjà installé à table, plongé dans la lecture du Figaro, une tasse de café fumante à portée de main. Il leva les yeux en l'entendant entrer. « Tu es matinal », remarqua-t-il. « Je n'arrive pas beaucoup à dormir », avoua-t-elle en prenant place en face de lui. « Je me réveille, et je me demande si tout ça est réel, si je ne vais pas me réveiller sous un pont quelque part. » Jacques posa son journal. Il l'observa un moment, notant les cernes sous ses yeux, la façon dont ses mains tremblaient légèrement en saisissant la théière. « Tu fais des cauchemars ?»« Parfois, je rêve que tu me chasses, que tu me dis que tu t'es trompé, que je ne suis pas ta mère. Ou pire, que les services sociaux reviennent et t'arrachent à moi une nouvelle fois. »« Ça n'arrivera pas ?» dit Jacques avec une fermeté qu'il voulait rassurante. « Je sais. Enfin, ma tête le sait. Mais mon cœur a du mal à croire que j'ai le droit d'être heureuse. » Jacques tendit la main à travers la table. Après une hésitation, Élise la saisit. Ses doigts étaient froids, noueux, abîmés par des années de vie dans la rue. Mais pour Jacques, ils avaient la douceur d'un souvenir retrouvé. « Tu as le droit, » affirma-t-il. Plus que quiconque. Élise esquissa un sourire fragile. Puis, comme pour changer de sujet, elle demanda « Et toi, comment tu te sens avec tout ça ? Je veux dire, ta vie a été complètement bouleversée. Tu ne regrettes pas ?» Jacques réfléchit un instant, cherchant les mots justes. Au début, j'avais peur. Peur d'avoir fait une erreur. Peur d'être manipulé, peur de souffrir. Mais maintenant, je réalise que c'était cette solitude qui me faisait souffrir. Pendant des années, j'ai vécu comme une île. Riche, certes, mais complètement isolée. Et toi, tu es comme un pont qui me relie enfin au reste du monde. Élise sentit les larmes monter. Elle les essuya rapidement, presque honteuse. « Pardon, je pleure tout le temps depuis que je suis ici. Je dois ressembler à une fontaine. »« Tu as 37 ans de larmes à rattraper, » répondit Jacques avec un demi-sourire. « Prends ton temps. » Ils restèrent ainsi un moment, main dans la main dans le silence paisible de la véranda où le soleil d'hiver commençait à filtrer à travers les carreaux. Puis Sylvie entra avec un plateau chargé de croissants encore chauds, de confiture de figues maison
et de fromage blanc. Elle sourit en les voyant. « Vous ressemblez vraiment à une mère et son fils, vous savez. » lâcha-t-elle spontanément, avant de se rattraper, gênée. « Pardon, je ne voulais pas. »« C'est bon, Sylvie, » l'interrompit Jacques doucement. « Tu peux le dire. C'est ce que nous sommes. » Sylvie hocha la tête, visiblement soulagée, et repartit vers la cuisine. Élise regarda Jacques avec une intensité nouvelle. « Merci, » murmura-t-elle. « Pourquoi ? Pour ne pas avoir honte de moi. Pour m'accepter tel que je suis. Pour tout. » Jacques serra sa main un peu plus fort. « C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as donné quelque chose que je cherchais depuis toujours sans le savoir. Une origine, une histoire, une famille. » Les jours s'écoulèrent, puis les semaines. Noël approchait, et pour la première fois depuis la mort de ses parents adoptifs 10 ans plus tôt, Jacques ressentit l'envie de célébrer cette fête. Il demanda à Élise ce qu'elle aimerait faire. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle décontenancée. « Je n'ai pas fêté Noël depuis avant ta naissance, je crois, quand j'étais encore chez mes parents. Alors on va le fêter. Vraiment, avec un sapin, des décorations, un repas, comme une vraie famille. » Le mot « famille » fit briller les yeux d'Élise. Elle hocha la tête, incapable de parler. Le 23 décembre, Jacques rentra du bureau en milieu d'après-midi, chose rarissime. Il trouva Élise dans le salon en train de tricoter. Marguerite lui avait appris pendant l'une de ses visites régulières. Elle levait les yeux en l'entendant entrer. « Tu es là ? Il est à peine 3 heures. J'ai décidé de prendre quelques jours de congé. On va aller chercher un sapin. »« Un sapin ? Maintenant ? » ?»« Oui, maintenant. Enfile ton manteau. » Ils prirent la voiture de Jacques, une berline allemande sobre et élégante, et roulèrent jusqu'à une pépinière à la périphérie de Bordeaux. L'endroit sentait la résine et la terre humide. Des dizaines de sapins de toute taille s'alignaient dans un champ boueux. Élise marchait entre les rangées, touchant les branches, respirant profondément l'odeur de la forêt. « Celui-là, dit-elle soudain, en désignant un épicéa d'environ 2 mètres, bien fourni, presque parfait. « Tu es sûr ?» demanda Jacques. « On peut en prendre un plus grand si tu veux. Non, celui-là est parfait. Il me rappelle les sapins qu'on avait quand j'étais petite. Ma mère achetait toujours les moins chers, ceux qui avaient des trous ou des branches tordues. Elle disait que c'était ceux-là qui avaient besoin d'être aimés. » Jacques sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il paya le sapin et ils le chargèrent ensemble dans le coffre. Sur le chemin du retour, Élise était inhabituellement bavarde, racontant des souvenirs de Noël, les rares bons moments de son enfance, avant que tout ne bascule. Une fois le sapin installé dans le grand salon, ils passèrent la soirée à le décorer. Sylvie avait sorti des cartons de décoration que les parents Moreau utilisaient autrefois. Des boules en verre soufflé, des guirlandes dorées, des petits santons de Provence, une étoile argentée pour le sommet. Jacques et Élise travaillaient côte à côte, se passant les ornements, riant quand une guirlande s'en mêlait, s'entraidant pour atteindre les branches les plus hautes. « Tu sais ce qui me manque ?» dit soudain Élise. « Quoi ? Une photo de toi, enfin. Une vraie photo que je pourrais garder avec moi. » Jacques réfléchit un instant, puis disparut dans son bureau. Il revint quelques minutes plus tard avec une petite photo encadrée, lui à 10 ans, lors d'une sortie scolaire au Cap Ferret. Il la tendit à Élise. « Tiens, c'est pour toi. » Élise prit le cadre avec des mains tremblantes. Elle regarda longuement le visage du garçon, sérieux, un peu triste, mais avec une lueur de vie dans les yeux. « Merci, » murmura-t-elle en serrant le cadre contre sa poitrine. « C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. » Le soir de Noël, ils dînèrent tous les 3, Jacques, Élise et Marguerite, que Jacques avait insisté pour inviter. Sylvie avait préparé un festin traditionnel. Huîtres de Marraine, chapon rôti au marron, gratin de pommes de terre à la crème, salade d'endives, bûche au chocolat. Ils ouvrirent une bouteille de Pomerol 1995, l'une des meilleures années du siècle, conservée dans la cave des Moreau depuis 20 ans. Après le repas, au moment d'échanger les cadeaux, Jacques tendit à Élise une petite boîte enveloppée dans un papier doré. Elle l'ouvrit avec précaution, comme si elle craignait de l'abîmer. À l'intérieur se trouvait un médaillon en or, ovale, ciselé de motifs floraux. Elle l'ouvrit. D'un côté, une photo de Jacques adulte. De l'autre, la photo qu'elle lui avait demandée, celle du garçon de 10 ans. « Comme ça, tu nous auras toujours avec toi, » dit Jacques doucement. Élise fondit en larmes. Marguerite lui tendit un mouchoir, émue elle aussi. Jacques prit le médaillon et le passa autour du cou de sa mère. Élise le toucha comme on touche une relique sacrée. « Je ne l'enlèverai jamais, » promit-elle. Puis ce fut au tour d'Élise
de donner son cadeau. Elle était terriblement gênée, consciente que ce qu'elle offrait ne pouvait rivaliser avec le médaillon. Elle tendit à Jacques un paquet mal emballé, fermé avec du ruban de récupération. Il l'ouvrit et découvrit une écharpe en laine tricotée à la main dans des tons bleu marine et gris. « Je l'ai faite moi-même », expliqua Élise rougissante. « Marguerite m'a appris. Ça n'est pas très bien fait. Il y a des mailles qui... » « Elle est parfaite », l'interrompit Jacques en l'enroulant immédiatement autour de son cou. « C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais offert. » Et il le pensait vraiment, parce que cette écharpe représentait plus qu'un simple vêtement. Elle représentait le temps, la patience, l'amour qu'Élise avait mis dans chaque point. C'était un geste simple, mais infiniment précieux. Cette nuit-là, quand tout le monde fut couché, Jacques resta un long moment devant le sapin illuminé, l'écharpe toujours autour du cou. Pour la première fois de sa vie, il comprenait ce que signifiait le mot foyer. Ce n'était pas une maison luxueuse, des meubles coûteux ou des œuvres d'art. C'était cette chaleur qui naît quand on est entouré de personnes qu'on aime et qui nous aiment en retour. Janvier arriva avec son cortège de pluie froide et de ciel bas. Jacques avait repris le travail, mais quelque chose avait changé en lui. Il était moins rigide, moins obsédé par le contrôle absolu. Il déléguait davantage, prenait le temps de déjeuner avec ses collaborateurs, souriait plus souvent. Laurent Dufour lui fit remarquer un jour qu'il semblait presque humain maintenant, ce qui les fit tous deux éclater de rire. Mais c'est un événement inattendu qui allait donner une nouvelle direction à la vie de Jacques et Élise. Un soir de février, alors qu'ils rentraient d'une promenade sur les quais de la Garonne, ils croisèrent une femme d'une trentaine d'années, assise sur un banc, un enfant endormi contre elle. La scène rappela douloureusement à Élise ses propres années d'errance. Elle s'arrêta net. « Ça va ?» demanda Jacques, inquiet de la voir si pâle. « C'était moi, » murmura Élise. « Il y a 37 ans, c'était exactement moi. Seule, perdue, avec un bébé, sans savoir où aller. » Elle s'approcha de la femme, malgré les réticences instinctives de Jacques qui craignait une confrontation difficile. Élise s'accroupit près du banc. « Excusez-moi, dit-elle doucement. « Vous avez besoin d'aide ?» La femme leva des yeux méfiants, serrant l'enfant contre elle. « Ah, qu'est-ce que vous voulez ?»« Rien, juste savoir si je peux faire quelque chose pour vous. Vous avez mangé aujourd'hui ?» La femme hésita puis secoua la tête. Élise se tourna vers Jacques. « On ne peut pas la laisser ici, pas avec ce froid, pas avec cet enfant. » Jacques comprit immédiatement ce qu'elle demandait. Il hocha la tête. « Venez avec nous, » dit-il à la femme. « On va vous donner à manger. » Et un endroit où dormir cette nuit. La femme, qui se présenta plus tard comme Nadia, accepta après de longues hésitations. Elle les suivit jusqu'à la maison, tenant son fils de 4 ans, Yanis, par la main. Sylvie, habituée maintenant aux surprises, prépara rapidement un repas chaud. Nadia mangea comme si elle n'avait pas vu de nourriture depuis des jours, ce qui était probablement le cas. Yanis, lui, s'endormit sur le canapé du salon épuisé. Pendant que l'enfant dormait, Nadia raconta son histoire. Elle avait fui un mari violent, s'était retrouvée à la rue avec son fils, avait perdu son travail de vendeuse. Les centres d'hébergement étaient pleins, les démarches administratives trop complexes. Elle survivait comme elle pouvait, protégeant Yanis de son mieux, mais sentant qu'elle perdait pied chaque jour un peu plus. Élise écoutait, les larmes aux yeux. C'était son histoire, mot pour mot. Comme si le temps n'avait rien changé, comme si les mêmes tragédies se répétaient en boucle. « On va t'aider, dit-elle fermement. Tu vas rester ici le temps qu'il faudra. Et on va t'aider à retrouver un travail, un logement. Tu ne seras plus seule. » Nadia la regarda, incrédule. « Pourquoi vous feriez ça ? Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour moi il y a 37 ans. Et que maintenant, j'ai la possibilité de le faire pour toi. » Cette nuit-là, après que Nadia et Yanis furent installés dans une chambre d'amis, Jacques et Élise restèrent un long moment dans le bureau. « J'ai une idée, dit Élise. Je t'écoute. Et si on créait quelque chose ? Un endroit où les femmes comme Nadia pourraient être accueillies, aidées, accompagnées. Pas juste un foyer d'urgence, mais un vrai lieu de reconstruction. Avec un accompagnement juridique, psychologique, professionnel. Jacques réfléchit un instant. L'idée était ambitieuse, coûteuse aussi, mais elle faisait sens. Plus que tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Une fondation, dit-il lentement. On pourrait créer une fondation, la fondation d'Armand Moreau, spécialisée dans l'aide aux mères en détresse et leurs enfants. Élise le regarda les yeux brillants. « Tu es sérieux ?» ?»« Complètement. J'ai les moyens financiers. Toi, tu as l'expérience, la compréhension de ce que vivent ces femmes. Ensemble,
On pourrait vraiment faire quelque chose d'utile. Je ne sais pas si j'en suis capable. Tu en es capable, affirma Jacques. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as survécu à l'enfer. Si quelqu'un peut aider ces femmes, c'est bien toi. Élise sentit quelque chose changer en elle. Pour la première fois depuis des décennies, elle se sentait utile, importante. Comme si toute sa souffrance, toutes ses erreurs, toutes ces années perdues pouvaient enfin servir à quelque chose de positif. « Alors faisons-le », dit-elle d'une voix ferme. Ils se serrèrent la main, scellant ainsi un pacte qui allait transformer non seulement leur vie, mais aussi celle de centaines de femmes dans les années à venir. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. Jacques mobilisa Maître Laroche pour les aspects juridiques, recruta une directrice de projet compétente, trouva un bâtiment, un ancien couvent désaffecté dans le quartier de Sainte-Catherine, avec de grandes pièces lumineuses et un jardin clos. Il investit une partie importante de sa fortune personnelle dans la rénovation et l'équipement du lieu. Élise, elle, s'impliqua corps et âme. Elle rencontrait les architectes, donnait son avis sur l'aménagement des chambres, insistait pour qu'il y ait des espaces de jeu pour les enfants, une cuisine collective où les femmes pourraient apprendre à cuisiner ensemble, une bibliothèque, une salle de formation. Elle voulait que cet endroit soit plus qu'un simple refuge. Elle voulait qu'il soit un lieu de renaissance. Parallèlement, elle suivait une thérapie avec une psychologue spécialisée dans les traumatismes. Ce n'était pas facile. Parfois, les séances la laissaient épuisée, vidée, en proie à des crises d'angoisse. Mais Jacques était là. Il l'accompagnait au rendez-vous, l'attendait dans la salle d'attente, la ramenait à la maison en voiture, lui préparait du thé, lui lisait des passages de livres quand elle ne parvenait pas à s'endormir. Leur relation s'approfondissait jour après jour. Ils apprenaient à se connaître vraiment, non plus comme deux étrangers liés par le sang, mais comme deux personnes qui choisissaient activement de faire partie de la vie de l'autre. Ils découvraient des goûts communs, l'amour des vieilles chansons françaises, le plaisir de marcher sous la pluie, l'obsession pour le chocolat noir. Ils découvraient aussi leurs différences. Jacques était ordonné jusqu'à la maniaquerie, Élise avait gardé un côté bohème et désordonné. Jacques était pudique avec ses émotions. Élise les exprimait librement, parfois trop. Mais ces différences ne les séparaient pas. Elles les enrichissaient. Un jour de mai, alors que les travaux de la fondation touchaient à leur fin, Jacques rentra à la maison avec une proposition inattendue. « J'ai pensé à quelque chose », dit-il en rejoignant Élise dans le jardin où elle jardinait, une activité qu'elle avait découverte récemment et qui l'apaisait. « Quoi donc ? Tu te souviens qu'on avait parlé de refaire le portrait ? Toi et moi ensemble ?» Élise se redressa, essuyant ses mains pleines de terre sur son pantalon. « Oui, je m'en souviens. J'ai contacté une artiste, Claire Beaumont. C'est une portraitiste réputée. Elle accepte de nous peindre, si tu es d'accord, évidemment. » Élise sentit son cœur bondir dans sa poitrine. « Tu es sérieux ? » ?»« Tout à fait. Je veux que ce portrait remplace l'ancien, celui du petit garçon seul. Je veux qu'on soit ensemble dessus. Toi et moi, comme on aurait toujours dû l'être. » Élise se jeta dans ses bras, incapable de retenir ses larmes. Jacques la serra contre lui, ému lui aussi. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci de m'avoir donné une seconde chance. »« C'est toi qui m'as donné une seconde chance, » répondit-il. « Une chance d'être plus qu'un homme d'affaires solitaire. Une chance d'être un fils. Une chance d'avoir une famille. » Les séances de pause s'étalèrent sur 3 mois. Claire Beaumont était une femme d'une 40aine d'années, au regard perçant et aux mains toujours tachées de peinture. Elle avait installé son chevalet dans le grand salon, profitant de la lumière naturelle et qui entrait par les hautes fenêtres. Jacques et Élise posaient 2 heures par jour, assis côte à côte sur le canapé en velours bordeaux. Au début, c'était étrange, forcé. Ils ne savaient pas comment se tenir, où poser leurs mains, quel regard adopter. Mais Claire avait l'art de les mettre à l'aise. Elle leur racontait des histoires drôles, leur posait des questions sur leur quotidien, les faisait rire, et peu à peu, leurs corps se détendirent, leurs sourires devinrent naturels. « Voilà, dit Claire un jour, c'est exactement ça, cette complicité, cet amour. C'est ça que je veux capturer. » Pendant les séances, Élise et Jacques parlaient beaucoup, de tout et de rien, de l'avancement de la fondation, des souvenirs d'enfance, des projets d'avenir. Parfois, ils restaient silencieux, simplement contents d'être ensemble. C'était dans ces moments-là que Claire travaillait le plus intensément, capturant sur la toile cette intimité qui ne se commande pas. En juin, la fondation d'Armand Moreau ouvrit officiellement ses portes. L'inauguration réunit une 50aine de personnes, élus locaux, travailleurs sociaux, journalistes, donateurs.
Jacques prononça un discours sobre et émouvant, expliquant la genèse du projet. Puis il céda la parole à Élise. Elle s'avança vers le micro, tremblante. Jamais elle n'avait parlé en public. Jamais elle n'aurait imaginé être un jour dans cette position. Mais quand elle prit la parole, sa voix était claire, assurée. « Je m'appelle Élise Darmon. Il y a 37 ans, j'étais une jeune femme perdue, droguée, sans abri. J'ai eu un fils que les services sociaux m'ont retiré parce que j'étais incapable de m'en occuper. Pendant des décennies, j'ai survécu dans la rue, rongé par la culpabilité et le désespoir. Et puis, par un miracle que je ne m'explique toujours pas, j'ai retrouvé mon fils. Et il m'a accueilli. Il m'a pardonné. Il m'a donné une seconde chance. Cette fondation, c'est notre façon de donner à d'autres femmes la chance que j'ai eue, la chance de se reconstruire, la chance de retrouver leur dignité, la chance de redevenir des mères. Merci. Un silence ému suivit ces mots. Puis les applaudissements éclatèrent, longs et nourris. Jacques, debout à côté d'elle, lui prit la main et la serra fort. Il était fier, si fier. Dans les semaines qui suivirent, la fondation accueillit ses premières résidentes. 5 femmes et 8 enfants. Élise était présente tous les jours, écoutant, conseillant, aidant. Elle ne se présentait pas comme la cofondatrice de l'établissement, mais comme quelqu'un qui était passé par là, qui comprenait. Les femmes se confiaient à elle, trouvaient en elle un modèle de résilience, une preuve vivante qu'il était possible de s'en sortir. Nadia, la première femme qu'ils avaient aidée, était devenue l'assistante d'Élise. Elle avait retrouvé un travail stable, un logement et surtout l'espoir d'un avenir meilleur pour son fils Yanis. Elle disait souvent qu'Élise et Jacques lui avaient sauvé la vie. Mais Élise rétorquait qu'en réalité, c'était Nadia qui les avait sauvés en leur donnant un but, une mission qui dépassait leurs propres histoires personnelles. En septembre, Claire Beaumont les invita à découvrir le portrait terminé. Elle avait organisé un petit dévoilement dans son atelier, en présence de Marguerite, Sylvie, Maître Laroche et quelques proches. Le tableau était recouvert d'un drap blanc. « Prêt ?» demanda Claire avec un sourire mystérieux. Jacques et Élise hochèrent la tête, se tenant par la main. Claire retira le drap d'un geste théâtral. Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Le portrait était magnifique. On y voyait Jacques et Élise assis côte à côte, légèrement tournés l'un vers l'autre. Jacques avait une main posée sur l'épaule de sa mère, dans un geste protecteur et tendre. Élise souriait, un sourire doux, apaisé, qui contrastait avec la tristesse de ses yeux où subsistaient encore les traces de ces années difficiles. Mais ce qui frappait le plus, c'était la lumière. Claire avait peint une lumière chaude, dorée, qui semblait émaner des personnages eux-mêmes, comme si leurs retrouvailles avaient illuminé leur vie respective. Élise porta une main à sa bouche, submergée par l'émotion. Jacques, lui, restait immobile, fasciné. C'était la première fois qu'il se voyait ainsi, non pas comme un homme seul et austère, mais comme un fils aimant, entouré, ancré. « C'est nous », murmura Élise. « Oui », répondit Claire simplement. « C'est vous, tel que je vous vois, tel que vous êtes vraiment. » Le portrait fut livré et accroché dans le hall d'entrée de la maison Moreau, une semaine plus tard, à la place exacte où trônait auparavant celui du petit garçon solitaire. L'ancien portrait ne fut pas jeté. Jacques le fit encadrer et l'offrit à Élise qui le plaça dans son salon privé. « Pour ne jamais oublier d'où on vient », dit-elle. Le soir de l'installation du nouveau portrait, Jacques organisa un petit dîner avec tous ceux qui avaient à compter dans cette histoire. Élise, bien sûr, mais aussi Marguerite, Sylvie, Maître Laroche, Nadia et son fils Yanis, et même Claire Beaumont. Ils mangèrent, burent, rirent. L'atmosphère était joyeuse, légère, remplie de cette chaleur particulière qui naît quand des gens qui s'aiment se retrouvent. À un moment de la soirée, alors que les invités discutaient dans le salon, Jacques et Élise se retrouvèrent seuls dans le hall, face au portrait. « Tu te rends compte ?» dit Élise doucement. « Il y a 1 an, je dormais sous un pont. Et maintenant ?»« Et maintenant, tu es chez toi, » compléta Jacques. Élise tourna la tête vers lui, les yeux brillants. « Chez moi. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'ai passé tellement d'années à errer que j'avais oublié ce que c'était que d'avoir une maison. Une famille. Tu le sais maintenant, » dit Jacques en passant un bras autour de ses épaules. Ils restèrent ainsi, regardant le portrait puis se regardant eux-mêmes, comme pour vérifier que la réalité correspondait bien à l'image. Et elle correspondait. Peut-être même qu'elle la dépassait. « Je t'aime, tu sais, » dit soudain Élise d'une voix tremblante. « Je ne sais pas si j'ai le droit de te le dire après tout ce temps, après t'avoir abandonné, mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Jacques sentit sa gorge se nouer. Il ne s'était jamais autorisé à entendre ces mots. Toute sa vie,
Il avait vécu avec l'idée que personne ne l'aimait vraiment, que l'amour était une transaction, une performance. Mais maintenant, en entendant ces mots de la bouche de sa mère, il comprenait qu'il s'était trompé. L'amour existait. L'amour vrai, inconditionnel, celui qui survit aux années, aux erreurs, aux séparations. « Moi aussi, je t'aime », répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. Ils s'enlacèrent, longuement, sous le regard bienveillant du portrait qui les immortalisait. De la salle à manger leur parvenaient les rires et les conversations des invités. Quelque part dans la maison, une horloge sonna 9 coups. Dehors, la nuit bordelaise enveloppait la ville de son manteau d'étoiles. Et dans cette maison qui avait été si longtemps froide et vide, régnait maintenant une chaleur qui ne s'éteindrait plus jamais. Un an plus tard, un journaliste du Sud-Ouest vint faire un reportage sur la fondation d'Armand Moreau, qui connaissait un succès retentissant. L'article fut publié en double page, avec des photos du lieu, des témoignages des résidentes et une grande interview d'Élise et Jacques. Le journaliste avait demandé à Jacques ce qui l'avait poussé à s'engager dans ce projet. « Ma mère », avait-il répondu simplement. Et à Élise, il avait demandé ce qu'elle avait trouvé en retrouvant son fils après 37 ans. Elle avait réfléchi un long moment avant de répondre « J'ai retrouvé mon humanité. Pendant des années, je n'étais plus qu'un fantôme errant dans les rues, invisible aux yeux du monde. Jacques m'a vu, il m'a reconnu. Il m'a rendu mon nom, mon histoire, ma dignité. Il m'a rendu ma place dans le monde. Et pour ça, je lui serai éternellement reconnaissante. » L'article se terminait par une photo d'eux deux devant le portrait du hall. Il souriait, détendu, heureux. Le journaliste avait écrit en légende « Quand l'amour filial triomphe du temps et de l'adversité ». Aujourd'hui, quand on entre dans la maison Moreau, on est immédiatement frappé par cette image. Un homme et une femme, côte à côte, unis par un lien que rien n'aurait pu briser, pas même 37 années de séparation. Ce portrait est devenu le symbole d'une vérité simple mais profonde. Il n'est jamais trop tard pour retrouver ceux qu'on aime. Il n'est jamais trop tard pour reconstruire. Il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison. Car parfois, les miracles existent. Et parfois, ils prennent la forme d'une vieille mendiante qui reconnaît son fils sur un portrait et d'un homme qui a le courage de croire en l'impossible. Cette histoire, c'est la leur. L'histoire d'une mère et d'un fils que la vie avait séparés et que l'amour a réunis. L'histoire d'une seconde chance. L'histoire d'une famille retrouvée. Et dans le hall de la maison Moreau, sous la lumière dorée qui filtre à travers les hautes fenêtres, le portrait veille, gardien silencieux d'un bonheur durement conquis, témoin éternel d'une rédemption qui semblait autrefois impossible.